Pendant la Seconde Guerre mondiale, le ciel n'était pas seulement un champ de bataille. Il était aussi un espace d'observation. Entre 1943 et 1945, des pilotes de différentes nations rapportent un phénomène inattendu. Des sphères lumineuses, souvent vertes, parfois blanches ou orangées. Elles ne tirent pas, elles ne communiquent pas, elles observent. Ces lumières seront connues sous un nom étrange, les Foo Fighters. À partir de 1943, la guerre aérienne atteint une intensité inédite. Les bombardiers alliés effectuent des missions nocturnes au-dessus de l'Europe occupée. Les pilotes sont épuisés, sous tension constante. Chaque lumière dans le ciel peut signifier la mort. Les avions volent sans radar moderne, avec des instruments limités et une visibilité réduite. C'est dans ce contexte extrême que les premières observations apparaissent. Les premiers rapports viennent des pilotes américains et britanniques. Ils décrivent des lumières apparaissant soudainement à proximité de leurs avions. Les sphères semblent se diriger vers l'appareil, maintenir une distance assez constante et effectuer des manœuvres impossibles. Certains pilotes tentent de les semer, mais les orbes accélèrent, puis s'arrêtent net, aucun impact, aucune explosion. Les pilotes ne signalent ni une attaque, ni une tentative de communication, seulement une présence. En pleine guerre, la première hypothèse est évidente, une arme ennemie. Les Alliés soupçonnent l'Allemagne, les Allemands soupçonnent les Alliés. Des enquêtes internes sont lancées des deux côtés, et très vite, une conclusion s'impose. Les Foo Fighters correspondent à rien de connu auparavant. Surtout, ils n'ont aucun intérêt tactique. Une arme secrète qui n'attaque pas n'est pas une arme. Le terme Foo Fighter apparaît de manière informelle chez les pilotes. Il provient d'une expression populaire, sans signification militaire précise. Le nom reflète une chose, l'incompréhension totale. Les Foo Fighters ne sont pas perçus comme hostiles, mais ils sont suffisamment dérangeants pour être signalés officiellement. Les rapports s'accumulent. Le phénomène n'est pas unilatéral. Des pilotes allemands signalent les mêmes lumières, mêmes descriptions, mêmes comportements. Cela exclut définitivement l'hypothèse d'une arme secrète. Aucun camp ne revendique ces objets. Dans une guerre où chaque avantage est exploité, le silence est révélateur. Après la guerre, plusieurs explications sont proposées. Phénomènes électriques, feu de Saint-Elme, hallucinations dues au stress. Mais ces hypothèses échouent à expliquer certains points clés. Des hallucinations collectives coordonnées entre pilotes sont extrêmement improbables. Le phénomène reste classé comme inexpliqué. À la fin de la guerre, les observations cessent presque totalement. Les Foo Fighters disparaissent aussi soudainement qu'ils sont apparus. Aucun programme officiel ne leur est consacré publiquement. Les dossiers sont classés, l'attention se déplace ailleurs. Les Foo Fighters sont le premier dossier moderne de phénomènes aériens non identifiés observés par des militaires. Ils précèdent les Green Fireball, les observations nucléaires, les enquêtes scientifiques ultérieures. Ils posent une question simple. Quelque chose observe-t-il l'activité humaine dans ces moments critiques ? Les Foo Fighters n'ont laissé aucun message, aucun contact, aucune trace matérielle. Seulement des témoignages concordants, rédigés en pleine guerre, par des hommes entraînés à identifier les menaces. Ce silence est peut-être leur caractéristique principale. Ils n'ont pas cherché à être compris, ils ont seulement été vus. Et parfois être vu est déjà un message. Deuxième dossier, les Green Fireball, le dossier scientifique que personne n'a jamais refermé. Des lumières au-dessus du secret. À la fin des années 1940, le monde entre dans une nouvelle ère. La guerre est terminée. Mais une autre forme de tension commence. Aux États-Unis, certaines régions deviennent soudainement plus sensibles que toutes les autres. Des lieux liés à une nouvelle technologie capable de modifier l'équilibre du monde. C'est dans ce contexte précis qu'apparaît un phénomène que personne n'attendait. Des sphères lumineuses vertes, observées par des civils, des militaires et des scientifiques. On les appellera les Green Fireball. En 1945, le projet Manhattan a changé l'histoire. Les États-Unis possèdent désormais une arme capable d'anéantir une ville entière. Les installations liées à ce programme sont dispersées, protégées et classifiées. Le Nouveau-Mexique devient l'un des centres névralgiques de cette nouvelle ère. Los Alamos, Sandia, White Sands, des lieux où le secret est une nécessité permanente. À partir de 1948, des habitants du Nouveau-Mexique signalent un phénomène étrange. Des sphères vertes, extrêmement lumineuses, traversent le ciel nocturne. Contrairement aux météores, elles ne suivent pas une trajectoire descendante. Elles se déplacent horizontalement, parfois à basse altitude.
Leur couleur est constante, un vert intense, presque fluorescent. Les observations se multiplient, trop nombreuses pour être ignorées. L'armée américaine ne peut pas rester passive. Les observations ont lieu à proximité immédiate de sites stratégiques. Des radars sont mobilisés, des patrouilles aériennes sont envoyées. Aucun avion ennemi n'est détecté. Aucun engin conventionnel ne correspond aux trajectoires observées. Les Green Fireball ne laissent aucune trace d'impact. Elles apparaissent, traversent le ciel puis disparaissent. Face à l'incompréhension, l'armée fait appel à la science. Un homme est chargé d'étudier le phénomène. Un physicien spécialisé dans l'étude des météores. Son rôle est clair, déterminer si les Green Fireball sont des phénomènes naturels. Après plusieurs mois d'enquête, sa conclusion est sans ambiguïté. Les Green Fireball ne se comportent pas comme des météores connus. Leur trajectoire, leur vitesse et leur luminosité ne correspondent à rien de répertorié. Cette conclusion pose problème. C'est alors que plusieurs hypothèses sont proposées. Ballons météorologiques, fusées expérimentales, essais secrets. Chacune est examinée puis rejetée. Aucune technologie connue ne permet de produire des sphères lumineuses vertes silencieuses, stables et contrôlées. Les Green Fireball n'explosent pas, elles ne tombent pas. Elles semblent simplement traverser l'espace. À partir des années 50, les communications officielles se raréfient. Les rapports cessent d'être rendus publics. Les scientifiques impliqués sont réaffectés. Le phénomène n'est pas expliqué. Il est classé. Dans un contexte de guerre froide naissante, le silence est une stratégie. Les Green Fireball ne sont pas un cas isolé. Ils apparaissent dans la continuité directe des Foo Fighters. Ils précèdent les observations près de sites nucléaires des décennies suivantes. Une constante demeure. Les zones sensibles, les lieux stratégiques, les moments de bascule historique. En conclusion, les Green Fireball ne sont pas des rumeurs. Ce sont des observations documentées, étudiées par des scientifiques et prises au sérieux. Elles n'ont jamais reçu d'explication définitive. Peut-être parce que certaines questions apparaissent trop tôt, ou parce que certaines réponses dérangent. Les Green Fireball n'ont pas attaqué, elles n'ont pas communiqué, elles ont simplement été là. Histoire numéro 3. La forêt qui observe. L'Amazonie est souvent décrite comme un espace sauvage, une nature brute, indifférente à l'homme. Pourtant, pour ceux qui y vivent, la forêt n'est ni muette ni passive. Elle observe, elle réagit, et parfois elle se manifeste. Bien avant l'électricité, bien avant les avions, des peuples amazoniens décrivaient déjà des sphères lumineuses se déplaçant entre les arbres. Des lumières silencieuses, souvent vertes. Cette histoire est celle de phénomènes observés depuis des siècles, dans l'un des endroits les plus isolés du monde. Jusqu'au XXe siècle, l'Amazonie ne connaît aucune source lumineuse artificielle. Pas d'électricité, pas de route, pas d'industrie, la nuit y est totale. Dans ce contexte, toute lumière inhabituelle est immédiatement perceptible. Les peuples autochtones connaissent parfaitement les phénomènes naturels. Feux de forêt, insectes bioluminescents, reflets d'eau. Les orbes décrites ne correspondent à aucun de ces phénomènes. Dans plusieurs régions du Brésil, du Pérou et de la Colombie, des traditions orales évoquent des lumières mobiles au cœur de la forêt. Elles sont décrites comme rondes, autonomes et silencieuses. Certaines tribus les appellent les yeux de la forêt. D'autres parlent d'esprits gardiens, capables de guider ou d'égarer. Ces récits ne sont pas racontés comme des contes. Ils sont transmis comme des avertissements. Ne pas suivre la lumière, ne pas la provoquer. Dès le XXe siècle, des explorateurs, des missionnaires et des scientifiques commencent à rapporter des observations similaires. Des sphères lumineuses apparaissant au-dessus de leur canopée. Parfois stationnaires, parfois mobiles. Certains témoignages décrivent une lumière semblant réagir à la présence humaine. Elle s'approche puis s'éloigne. Les descriptions sont remarquablement cohérentes malgré des témoins issus de cultures différentes. Un élément revient régulièrement dans ces récits de désorientation. Des personnes ayant suivi ces lumières rapportent des pertes de repères, des trous de mémoire, une distorsion du temps. Certains sont retrouvés à des kilomètres de leur point de départ. D'autres ne sont jamais retrouvés. Aucune preuve formelle ne relie directement ces disparitions aux orbes. Mais la récurrence des récits interroge. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Gaz naturel, fausse fine, bioluminescence. Mais aucune n'explique entièrement la mobilité contrôlée, la durée d'observation, la réaction aux humains. Certaines lumières semblent éviter des obstacles, d'autres changent brutalement de direction. La science reconnaît un phénomène encore mal compris. Pour les chamans amazoniens, la question ne se pose pas en termes d'objets. Ces lumières ne sont pas physiques au sens occidental. Elles sont des manifestations d'un monde invisible coexistant avec le nôtre. Elles apparaissent lorsque certains équilibres sont rompus.
Le chaman n'essaie pas de les contrôler, il apprend à les éviter. Les orbes amazoniennes ne sont pas un cas isolé. Des récits similaires existent en Europe, en Asie et en Afrique. Toujours les mêmes constantes, sphères lumineuses, comportements autonomes, liens avec des lieux naturels. L'Amazonie est simplement l'un des rares endroits où ces récits n'ont jamais cessé. Les orbes de l'Amazonie posent une question fondamentale. Et si certains phénomènes existaient indépendamment de notre technologie? Et si la modernité ne les avait pas créés, mais simplement révélés? Dans la forêt, loin des villes, ces lumières continuent d'être observées. Elles n'ont pas changé, seul notre regard a évolué. Pour l'histoire numéro 4, nous allons partir en Norvège centrale, loin des grandes villes. Il existe des vallées discrètes. Surtout une, et elle ne contient ni site militaire, ni installation nucléaire, ni zone industrielle. Pourtant, depuis près d'un siècle, des lumières y apparaissent régulièrement. Elles sont observées, mesurées, filmées, et malgré cela, elles ne sont toujours pas totalement comprises. Voici l'histoire du phénomène lumineux de Esdalen. Les premières observations datent des années 30. Les habitants de la vallée signalent des lumières apparaissant la nuit. Elles se déplacent lentement, parfois rapidement, parfois elles restent immobiles. À l'époque, ces récits restent locaux. La vallée est isolée, les témoignages ne circulent pas. Le phénomène persiste pendant des décennies sans explication. Au début des années 80, le phénomène s'intensifie, les lumières apparaissent plusieurs fois par semaine. Des témoins extérieurs commencent à affluer. Les observations ne viennent plus uniquement des habitants. Des journalistes, des ingénieurs, des scientifiques assistent au phénomène. Esdalen devient un cas public. Contrairement à de nombreux cas similaires, Esdalen attire rapidement une réponse scientifique sérieuse. Des universités norvégiennes lancent des programmes d'études. Des capteurs sont installés, des caméras, des radars, des spectromètres, des capteurs électromagnétiques. Les lumières sont enregistrées simultanément par plusieurs instruments. Ce point est essentiel. Le phénomène n'est pas une illusion visuelle. Les données récoltées révèlent des éléments troublants. Certaines lumières émettent leur propre énergie. Leur spectre lumineux varie selon les observations. Certaines se déplacent à très basse vitesse. D'autres atteignent des vitesses extrêmement élevées sur de courtes distances. Aucune technologie connue ne correspond parfaitement à ces comportements. Une hypothèse sérieuse émerge progressivement. La vallée de Esdalen possède une géologie particulière. Certains minerais pourraient générer des charges électriques. Ces charges combinées à l'humidité et à la topographie pourraient produire des plasmas lumineux. Cette hypothèse explique une partie du phénomène, mais pas tout. Certaines observations restent incompatibles avec un simple phénomène naturel. Les lumières semblent parfois suivre le relief. Elles évitent les obstacles. Elles maintiennent une distance constante avec les observateurs. Ces comportements suggèrent une forme d'organisation. La science reconnaît ses limites. Esdalen est unique. Pour une raison simple, le phénomène est toujours actif. Il n'appartient pas au passé, il peut être observé aujourd'hui avec des outils modernes. Peu de phénomènes inexpliqués offrent cette possibilité. Cela nous rappelle une chose essentielle, la science n'explique pas tout, elle observe. Et parfois, observer honnêtement signifie accepter l'incertitude. Les lumières de Esdalen continuent d'apparaître, non pas comme un message, mais comme un rappel de ce que nous ne comprenons pas encore. Histoire 5. Quand la lumière surveille l'atome. Au XXe siècle, l'humanité acquiert une capacité nouvelle, celle de modifier le monde à une échelle irréversible. Cette capacité porte un nom, l'arme nucléaire. Et très vite, autour de ces sites hautement protégés, des phénomènes lumineux commencent à être signalés. Des sphères silencieuses, précises, observées par des militaires, consignées dans des rapports, parfois liés à des dysfonctionnements inexplicables. Après 1945, la planète entre dans la guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique construisent des réseaux de silos nucléaires. Ces sites sont parmi les plus sécurisés au monde. Accès restreint, surveillance permanente, procédures strictes. Toute anomalie est immédiatement signalée. C'est dans ce contexte que les premières observations apparaissent. À partir des années 1960, des personnels militaires rapportent des lumières inhabituelles au-dessus de sites nucléaires.
Les descriptions sont constantes, forme sphérique, lumière intense, déplacement silencieux. Dans certains cas, les objets semblent stationnés au-dessus des installations. Les rapports sont consignés dans des documents internes. Ces observations ne proviennent pas de civils isolés, mais d'équipes entières. L'un des cas les plus étudiés se déroule dans le Montana, sur une base stratégique de missiles intercontinentaux. Plusieurs témoins décrivent une lumière rouge-orangée planant au-dessus d'un site. Peu après, des missiles passent en état de dysfonctionnement. Aucun sabotage, aucun défaut mécanique identifié. Les missiles sont remis en service sans explication claire. Les témoins maintiendront leurs déclarations pendant des décennies. À partir des années 1990, d'anciens militaires commencent à témoigner publiquement. Certains le font sous serment. Ils décrivent des objets lumineux capables d'interagir avec des systèmes critiques. Aucun de ces témoins n'a tenté d'en tirer profit. Leurs récits sont précis, techniques, cohérents. Face à ces déclarations, les autorités adoptent une posture prudente. Les faits ne sont pas niés, mais aucune conclusion n'est fournie. Le nucléaire est un domaine où le silence est stratégique. Reconnaître une intrusion inconnue poserait un problème majeur de sécurité. Le dossier reste ouvert sans communications officielles. Plusieurs hypothèses ont été envisagées. Drones expérimentaux, tests secrets, phénomènes électromagnétiques. Aucune n'explique la totalité des observations. Surtout, aucune technologie connue ne permettrait une interaction aussi précise avec des systèmes nucléaires sans laisser de traces. En comparant les dossiers, un schéma apparaît. Les orbes se manifestent à proximité des technologies les plus destructrices. Elles n'attaquent pas, elles observent. Elles n'interviennent que rarement. Mais lorsqu'elles le font, c'est avec une précision troublante. Les orbes observés près des sites nucléaires posent une question simple. L'humanité est-elle totalement seule lorsqu'elle manipule des forces capables de tout détruire? Les faits ne répondent pas, ils constatent. Et parfois, constater suffit à remettre en question nos certitudes. Histoire 6. Avant les radars. Avant les avions, avant l'électricité, avant les radars, l'humanité levait déjà les yeux vers le ciel. Et dans de nombreuses cultures, séparées par des océans et des siècles, les mêmes descriptions apparaissent. Des sphères lumineuses, silencieuses, capables de se déplacer intelligemment. Ces récits n'ont pas été écrits pour expliquer l'inexplicable. Ils ont été écrits parce que des témoins affirmaient avoir vu quelque chose. En Europe médiévale, les cieux sont scrutés avec attention. Les chroniqueurs consignent tout ce qui sort de l'ordinaire. Comètes, éclipses, phénomènes atmosphériques. Parmi ces écrits, certains passages décrivent des objets lumineux sphériques. En 1561, à Nuremberg, une chronique illustrée rapporte l'apparition de sphères lumineuses semblant se poursuivre dans le ciel. Ces récits ne parlent pas de machines, mais de globes ou de sphères de feu. Les témoins n'y voient pas un spectacle, ils y voient un signe. En Chine, l'observation du ciel est d'une discipline rigoureuse depuis des millénaires. Les chroniques impériales décrivent des phénomènes lumineux avec une précision remarquable. Certains textes évoquent des perles lumineuses se déplaçant silencieusement. Ces lumières sont parfois associées à des périodes de changement politique ou social. Les observateurs ne parlent pas d'illusions, ils consignent ce qu'ils voient. En Amérique du Sud et centrale, les civilisations précolombiennes accordaient une importance centrale aux phénomènes célestes. Certaines traditions évoquent des lumières venues du ciel décrites comme conscientes. Dans les Andes, des récits parlent d'yeux lumineux observant les hommes depuis les hauteurs. Ces lumières ne sont pas assimilées à des dieux, mais à des messagers. Leur apparition marque souvent un moment de transition. Dans le monde islamique médiéval, l'astronomie est une science majeure. Des savants décrivent des phénomènes lumineux qui ne correspondent ni à des étoiles ni à des planètes. Certains parlent de sphères errantes. Là encore, la description est sobre, précise, sans interprétation mystique excessive. Le phénomène est observé, noté, puis laissé ouvert. Ces récits proviennent de civilisations qui ne communiquaient pas entre elles. Pourtant, les descriptions se recoupent. Forme sphérique, lumière intense, mouvement autonome, silence. Les mots changent, les images restent. Il ne s'agit pas d'une histoire unique, mais d'un motif récurrent. Avec l'avènement de la science moderne, ces récits anciens sont relégués au rang de mythes. Non parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils ne s'intègrent pas dans les modèles existants. Ce qui ne peut pas être expliqué est souvent mis de côté. Pourtant, la science avance en acceptant l'inconnu. Les orbes lumineuses n'appartiennent pas à une époque précise. Elles traversent les siècles, les cultures et les systèmes de croyances. Peut-être ne sont-elles ni des objets, ni des entités au sens strict. Peut-être sont-elles simplement un phénomène que nous observons depuis toujours, avec les mots de notre temps. Ce qui change, ce n'est pas le ciel,
c'est notre manière de le regarder.